Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette énième présentation avec ces mots que vous connaissez, Docker, Kubernetes, Istio. On est très content d'être là et on va vous présenter énormément de choses. N'ay- pardon, N'ayant pas vu de talk réunissant Docker, Kubernetes et Istio, et parce qu'il y a tant et tant et tant d'outils, nous avons décidé de faire un talk avec que des tips et des tricks et que du concret que vous pourrez utiliser dans, dans vos équipes. On vous partagera tous les slides à la fin. Donc, alors moi, c'est Aurélie Vache. Je suis développeuse depuis 13 ans et là maintenant je suis Continental. Je suis organisatrice de conférences et je fais 3-4 trucs durant mon temps qui n'est plus si strict que ça en fait maintenant. Et j'ai écrit 3-4 billets dans des magazines. À toi. Donc pour ma partie, ça va faire un petit peu la partie commerciale. Je suis CTO chez Stack Labs, une petite boîte. On fait de l'expertise, on est très à fond sur la tech et principalement pour ma part sur la partie Google, où je suis Google développeur expert sur la partie Google Cloud. Et après plein de choses, mais on ne va pas les détailler. Il y a tellement de slides derrière qu'on va faire vite. Petit élément. C'est qui? C'est qui? On a une coquille sur l'agenda, donc ça a été corrigé. C'est une speakeuse du slot d'avant, mais on l'attendait. On ne sait pas si elle est là, peut-être. Mais on va commencer. Donc, on va repartir. Il va y avoir 3 parties, Docker, Kube et Istio. Et on va vraiment repartir de la base. Pour moi, la base, c'est déjà avoir le bon outillage sur votre poste. C'est les tips and tricks. Le but est d'avoir Docker for Desktop avec Docker for Mac et for Windows. Utilisez-le, c'est la meilleure manière de travailler aujourd'hui quand vous avez besoin de Docker. Par contre, ce n'est pas compatible Linux. Sur Linux, vous avez le binaire Docker standard. Vous ne profiterez pas donc de la virtualisation Hyper-V et compagnie qui est fait côté Docker for Windows et for Mac. Mais par contre, vous avez l'outil de base. Vous pouvez utiliser les versions Edge. Elles sont très pratiques parce qu'elles vous permettent d'avoir des fonctionnalités un peu en avance, des éléments des bugs potentiellement réglés. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en sentez la foi parce que le bouton reset, il faut l'utiliser assez souvent. Si ça pète, s'il y a un comportement qui est bizarre, privilégiez le reset plutôt que d'essayer de le débugger vous-même. C'est souvent très long et on trouve beaucoup trop d'issues qui sont relatives à tout ça. Et ensuite, mettez à jour votre stack. Il y a tellement de bugs, tellement de choses, c'est un univers assez complexe, donc tenez-le à jour, vous allez vraiment en profiter, que ce soit niveau perf ou au niveau des bugs, ça vous évitera des resets. Et arrêtez d'utiliser Docker Toolbox. Combien je vois de personnes qui démarrent dans l'univers Docker, qui trouvent un tutoriel de 2015 qui est bien référencé et qui installent ça. C'est un outil legacy, même Docker dit de plus l'utiliser. Ça installe VirtualBox, ça fait plein de choses, ça pourrit votre machine. Donc laissez-le de l'autre côté, utilisez Docker for Windows ou for Mac. Occupons-nous maintenant des images Docker et plus particulièrement de leur réduction de poids. Préférez partir d'une image de base et du coup garder vos Docker files simples, parce que ça, non. Ou alors créer vos propres images de base. Réduire le nombre de layers permet de réduire la taille des images et plus une image sera
petite, plus il sera rapide de la récupérer depuis le Docker enregistré. Chaque layer occupe de l'espace. Préférez enchaîner vos commandes dans un seul run plutôt que de faire un run par commande. Ça marche ou pas? Ouais. Ou alors, utiliser les multi-stage builds. Le principe est simple. Un Dockerfile égale un build. Comme on peut le voir en fait là, en haut, le premier stage est pour l'environnement complet du build. Et là, donc on part d'une image Maven pour Java 11, mais hors de question de mettre Maven dans notre image finale. Donc, on va construire notre livrable et l'envoyer dans notre deuxième image qui, elle, est beaucoup plus light. Et on peut même aller encore beaucoup plus loin et retirer le Dockerfile grâce à Jib. Jib est un outil qui containerise vos applications Java sans Dockerfile ni de démon Docker. Il suffit d'appliquer un plugin pour Maven ou Gradle et le système il est plein d'options et il permet d'envoyer notre image dans le Docker enregistré de notre choix. Et pour les noms javaïstes, ouais, il y en a un petit peu ici, non? Ah, voilà, quand même. Alors, on a Canico qui permet de faire la même chose, mais il n'est pas autant intégré. Et on peut partir d'une distroless comme image de base. Elle contient uniquement les binaires nécessaires et Google a publié beaucoup d'images pour les différents langages. Et là, car on peut voir donc le résultat d'une analyse de sécurité d'une image. Là, donc, c'est sur Google Cloud. Et dans ce comparatif, donc on compare une image de JDK 11 avec une distroless Java et donc l'image Open JDK a plus de vulnérabilité que la distroless car elle est basée sur une Debian qui a elle-même des vulnérabilités. Et si vous voulez augmenter la sécurité de vos conteneurs, vous pouvez utiliser Phasor pour être dans un système plus sécurisé que celui par défaut. Dans le cadre de la virtualisation standard, le kernel host est protégé par une forte isolation et l'application dispose d'un kernel
spécifique. Dans les cas de conteneurs, on partage le même kernel. Du coup, on s'expose à des problématiques de sécurité, pardon, si le système de conteneurisation se voit compromis. Et avec chez Fraser, on a une surcouche entre l'application et le kernel host qui se charge de faire les appels système, n'exposant plus directement le noyau. Cela a un surcoût en termes de perf, mais ça fait le job pour la sécurité. Et Google l'utilise en production avec Google App Engine et Cloud Run. Et un autre aussi peut-être. Oui, GKE Sandbox voilà. aussi. Allez, donc on va partir sur l'utilisation de ces images qu'on a créées. Donc moi, une des manières de travailler que je partage beaucoup avec les devs aujourd'hui, c'est de lancer les images dans ma vie de tous les jours. Quand j'en ai besoin, j'ai des applis que je développe qui ont besoin de Postgre, par exemple, de Min.io, voire même d'une appli tierce. Mais grâce à Docker et ces lignes de commande, peut-être un peu longues pour certaines, ça me permet de construire très facilement une image Docker avec un Postgre 9.6 quand j'en ai besoin. Et quand je les lance, juste avec les paramètres -it et -rm, ça me permet de voir les logs de Postgre dans ce cas-là, de voir s'il y a des erreurs et des choses qui se passent un peu bizarrement. Mais ensuite, en un simple CTRL-C, mon conteneur il disparaît et donc je ne me suis pas tapé une installation totale d'un Postgre et je peux démarrer derrière sur un Postgre 11 si je veux et voire même en avoir plusieurs en parallèle. Ça, c'est vraiment bien si on ne veut pas pourrir notre machine. On peut aller plus loin et utiliser cette logique des conteneurs dans les tests. Avec Test Container, donc qui est très orienté JVM, mais par contre, il existe des portages qui ont été faits dans le monde Node, dans le monde Go. Le but principal, c'est de vous fournir un wrapper autour de la ligne de commande Docker qui va lancer pour vous des conteneurs au niveau de vos tests. Donc, pour des tests de pseudo-intégration, certains diraient, vous allez pouvoir attaquer directement une base de données Postgre et l'avoir orchestré par votre code Java. Donc là, c'est super agréable et on n'a pas besoin d'avoir, comme moi, lancé un Postgre avant les tests. Et si le slide passe. Et l'élément sur lequel je suis encore plus fan, par contre, c'est GitLab. J'adore cette CI, et parce qu'elle a été construite majoritairement et essentiellement sur Docker. Donc dans GitLab, vous mettez une image de départ, ça peut être l'image Maven qu'on a vue tout à l'heure, et votre code va exécuter ces étapes de CI à l'intérieur de cette image Docker. Et si vous avez besoin, comme moi, d'un Postgre, pas la peine de faire une image custom qui va contenir Java et Postgre ou Postgre et un autre truc. Vous allez juste déclarer un service, ça va mettre un sidecar conteneur et vous allez l'atteindre par le réseau comme un vrai Postgre. Et c'est construit à chaque étape de votre pipeline de GitLab et détruit à la fin. Donc vous n'avez rien à gérer, tout est automatique et ça le fait super bien. Vous pouvez même aussi utiliser des images custom si vous avez besoin par exemple d'un Postgre configuré aux petits oignons et que vous ne pouvez pas faire ça avec l'image standard. Passons aux bonnes pratiques Docker. Ne spécifiez pas en dur vos mots de passe et autres données sensibles. Il vaut mieux les mettre dans des variables d'environnement au runtime et les faire passer par votre chaîne de CI CD. Dive est un outil qui vous permet d'examiner les modifications des différentes layers de vos images, et c'est plus pratique qu'un simple exec
pour regarder ce qu'il y a dans mon image. Et d'ailleurs, les execs, au final, vous pouvez même pas les faire dans les distroless, il n'y a pas de bash. Il n'y en a pas. Du coup, on peut pas. Ouais. Même si, comme on l'a vu, même les images du Docker Hub ont des vulnérabilités, il vaut mieux les utiliser. Pourquoi ? Déjà, parce que justement, il y a une vérification qui est faite pour les nouveaux utilisateurs de Docker et pour éviter que notre code soit envoyé sur un serveur à l'autre bout du monde, quand notre image va être démarrée. Alors, vous imaginez bien que le plus gros de la presse va se trouver derrière ces slides-là. Attaque. Voilà, c'est ça. Kubernetes, si vous n'avez pas les compétences, les moyens, le temps, la volonté, préférez du manager. C'est compliqué de gérer du kube à la maison ou même sur de l'infra chez les cloud providers. Donc, privilégiez les versions managées. Vous imaginez bien que j'ai une préférence là-dedans. On le verra sur les différents autres slides. Il y a d'autres solutions, sinon, qui sont assez bien. Moi, j'aime bien les utiliser en local parfois. K3S, c'est nos amis de chez Rancher OS qui ont fait cette solution. Elle a l'avantage d'avoir avec une ligne de commande. Alors, elle est très haut, elle est toute petite, mais vous lancez ça. Alors, c'est pour l'instant compatible que Linux, mais l'élément va bientôt être disponible certainement sur les autres plateformes. Mais vous lancez juste ça, et là, vous avez déjà un cluster Docker disponible avec une note qui tourne, et vous pouvez, la ligne suivante, déployer n'importe quel conteneur à l'intérieur. C'est juste un peu plus léger. Ils ont viré toutes les API bêta de Kubernetes. Alors, il y en a pas mal, mais ça permet de faire le taf si vous voulez avoir un petit cluster. Autre solution, Kind. Donc, le nom vient de Docker in Docker. Donc là, c'est Kubernetes in Docker. Donc, il y a de l'inception là-dedans. C'est un binaire Go. Vous le récupérez. À la fin, vous pouvez créer un cluster, le faire tourner sur votre machine. Pour finir, on a parlé de Docker for Desktop tout à l'heure. Il y a de Kubernetes directement dedans. Donc, profitez-en. Prendre un peu de ressources sur votre machine. De toute façon, toutes les solutions que je vous ai montrées, si vous les mettez sur votre pod, ça pompe un peu. Mais ça vous permet d'avoir, si vous avez le démon Docker sur votre machine avec cette solution, de l'utiliser. Dans tous les cas, que ce soit managé, que ce soit on-prem ou sur votre machine, mettez à jour. La majorité des éléments, ils tournent en route. On essaye dans la communauté de retirer ces droits route de pas mal des composants, mais le problème, c'est que dès qu'il y a une faille et qu'il y a du root derrière, on expose à peu près tout. Donc, ça fait assez mal. Donc, mettez à jour vos interfaces, les systèmes, et même sécurisez les accès. Ça, c'est un fail qui est arrivé à Tesla, où le dashboard est resté aux 4 vents. Et donc, il y en a qui se sont fait plaisir et qui ont déployé des conteneurs directement sur le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin a été miné, donc ça peut faire mal. Donc, un élément extrêmement important, c'est la ligne de commande kubectl. C'est notre premier point d'entrée avec Kubernetes. Là, si vous n'aimez pas la ligne de commande, vous pouvez faire une sieste. On vous révérera à la fin. Mais là, il va y avoir beaucoup d'exemples. Ça va être très dense. Donc, restez avec nous, suivez. Vous aurez les slides, il y aura des notes, il y aura tout. Il y a tous les liens sur les slides. Donc, suivez-nous, ça va vraiment être rapide. Facilitez-vous la vie et créez vos propres alias. Et en plus des alias, les complétions. Ça vous permet beaucoup plus facilement de trouver les bons pods, trouver les éléments par rapport à la doc, plutôt que de faire plein d'alias custom. Mettez à jour donc la version de kubectl qui doit au minimum suivre celle de votre cluster. Ensuite, si vous avez plusieurs clusters et que vous n'utilisez pas forcément des cloud providers, utilisez la variable kubeconfig qui vous permettra de concaténer des fichiers de définition de cluster et donc de les avoir tous à disposition au niveau de kubectl. Kubecontext permet de
lister, changer de cluster et de voir dans quel cluster on est en fait actuellement. Et de la même manière, KubeNS, c'est fait par le même développeur. Ça vous permet de voir les namespaces disponibles, sur lequel vous êtes, et de pouvoir en changer facilement avec une ligne de commande assez simple. Cube PS1 qui est compatible Bash et CDSH. Il permet d'afficher dans le prompt les informations du cluster et le namespace. Comme ça, vous savez où vous faites vos commandes pour éviter de faire quelques boulettes. Ensuite, il y a plein de petites choses qui peuvent être pratiques, comme le fait que quand vous déployez un élément sur Cube, le serveur il vous répond de suite « c'est bon, j'ai accepté », mais en fait, il a accepté la demande. Le déploiement, il n'est pas fini. Donc, il y a plein de petites commandes à base de wait ou de rollout qui vont vous permettre d'attendre un certain temps. Et ça, franchement, si je l'avais eu dans la CI pour attendre qu'un déploiement serait fait, je me serais rendu compte de problèmes beaucoup plus tôt d'un pod, par exemple, ou d'un service qui ne démarrait pas correctement et qui était en crash loop au démarrage. Cube Spy permet de suivre l'état de vos déploiements de manière animée et vous pouvez laisser tourner donc en tâche de fond et c'est pratique quand c'est le CI/CD qui fait tous les déploiements. Ensuite, il y a plein de petites commandes derrière kubectl et un paramètre surtout, c'est le --wait. Le problème, c'est qu'il n'est pas derrière toutes les subcommandes. Donc, si vous voulez avoir un refresh, vous pouvez l'utiliser, mais moi, je ne sache jamais derrière lequel il est disponible. J'utilise la commande watch et ça me permet de savoir continuellement l'état de mes services et d'avoir un descriptif qui se remet à jour toutes les 2 secondes. Une commande bien utile qui permet de supprimer tous les pods qui ne sont pas du coup running. C'est pratique pour supprimer tous les pods qui sont orphelins. Et cette commande-là, c'est bien de la connaître, mais derrière, ce que vous pouvez faire, c'est créer des alias. Et depuis kubectl en version 1.12, on peut cacher ces alias derrière des sous-commandes. Donc, si vous mettez ça dans un fichier bash et que vous le nommez kubectl-delete all not running pod ou delete orphelan, peu importe. Et vous allez, si vous le mettez dans votre pass, kubectl, sans mettre le tiret, il va déléguer ces sous-commandes à d'autres binaires. Donc vous pouvez le coder en bash, mais en Go, en Rust, ou n'importe quoi que vous pouvez exécuter. Et vous pouvez même les partager. Grâce à Crew, c'est un package manager pour vos plugins KubeControl, search, install ou remove, tout est géré par votre commande KubeControl. Alors, on sort un tout petit peu de la ligne de commande, on va continuer à en faire, mais là c'est bien, on va déployer nos applis. Moi, la première chose que j'aime faire quand mon appli est déployée, c'est voir ses logs, voir comment elle s'exécute. Dans KubeControl, il y a la ligne de commande kubectl logs.
Elle fait le taf. Elle s'améliore récemment, mais par contre, il y a beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est Stern. C'est un outil qui vous permet de voir, vous pouvez cibler plusieurs pods avec des regex par label. Alors les labels sont arrivés récemment dans la 1.14 de kubectl, mais c'était bien dispo avant sur Stern. Ça vous permet d'avoir de la coloration, c'est super pratique pour le suivi. Vous pouvez même rajouter la date sur chacun des logs et qui est intelligible, alors que des fois on a dans nos logs des timestamps et c'est un peu chiant de débugger quand on a ça. Et pour aller un tout petit peu plus loin, c'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible dans Stern, que je n'ai pas trouvé en tout cas, c'est le fait de voir les logs d'un pod qui est mort. C'est pratique pour débugger, savoir s'il s'est correctement arrêté, si tout s'est passé comme on veut. Et donc là, juste avec le paramètre -p, résultat des courses, le plus compliqué, c'est de trouver le nom du pod qui est mort derrière. Donc après les logs, on veut car on veut faire des appels sur nos services, mais comment faire quand ils ne sont pas exposés sur Internet? On peut, par exemple, lancer un pod qui a des outils comme curl en fait. Et c'est pratique grâce à -rm. Quand on quitte le pod, il se supprime par magie. Alors, afin de naviguer dans le cluster sans pour autant monter un pod, on peut créer un tunnel entre la machine et le service ou pod. Et donc, du coup, le port K8081 de notre machine sera celui du service distant. Et la version évoluée est Cube Forward qui permet d'exposer tous les services d'un namespace en local, mais il faut l'utiliser en route. Et de base, dans un cluster, tout le monde peut parler avec tout le monde. Et les network policies vont permettre de réglementer cela pour éviter quelques désagréments de conf. Par exemple, faire pointer la prod sur de l'intégration, par exemple. Ah, ça, c'est ma partie. Je l'adore. Vos applis, elles se ressemblent, mais quand vous les déployez en dev ou en prod, il y a des petites modifications à faire. Alors, tout d'abord, si vous venez du monde Docker, Swarm, vous pouvez prendre vos éléments de déploiement et les utiliser à travers l'outil Compose, donc Compose avec un K, qui fait partie du Kubernetes SIG, donc c'est un outil officiel, et qui va vous permettre de prendre vos fichiers d'avant et de les emmener sur Kube. Perso, je les utiliserai pour apprendre, mais pas pour de la prod, parce qu'au final, ça va niveler par le bas les deux environnements, donc c'est pas ce que je préfère. Comment ne pas parler de Helm? Qui fait du Helm dans la salle? J'aimerais bien voir des mains. Quand même pas mal de monde. Alors, je suis un troll, je l'assume. Arrêtez. Arrêtez avec Helm. Moi, quand j'ai dû en faire, je me suis demandé pourquoi c'était arrivé. Helm va à l'encontre de toute la philosophie de Kube. Kube, c'est déclaratif. Vous dites ce que vous voulez et le système s'en charge pour vous. Avec Helm, vous mettez des if dans les templates. Ils deviennent illisibles, donc ça va vraiment à l'encontre. Il y a d'autres solutions.
la principale aujourd'hui, c'est Kustomize. Et pourquoi elle est principale? C'est parce qu'elle est intégrée dans KubeControl. Vous y avez aujourd'hui déjà accès. Alors, ça fait que 2 semaines que ça a été intégré dans le KubeControl. Mais c'est officiel et ça fait pas mal de temps que l'élément est disponible. Donc, au lieu de vous faire, on pourrait faire une présentation entière, je suis passionné par cet outil, mais je vais juste vous prendre un exemple qui sera assez représentatif. C'est le fichier de départ, un deployment YAML avec du Helm. On mettrait plein de balises à plein d'endroits, du templating Go pour modifier ce fichier. Là, vous allez le garder tel quel. Il ne changera pas. Depuis le début, ce sera celui-ci. Et en fait, on va construire avec, alors je suis développeur, il y a la notion de mixin, donc c'est des petites modifications qu'on va appliquer au-dessus, donc de la base qui est tout en bas, on va appliquer des modifications sur notre base. Et si on regarde les modifications, ce sont des YAML valides. Alors après, ils ont certaines sous-parties qui manquent, mais ça permet de savoir clairement les modifications qui vont être appliquées. Donc là, c'est l'environnement, là, c'est juste le nombre de réplicas, j'ai juste besoin de 10 réplicas, j'ai juste ce petit fichier-là. Et après, je vais avoir un fichier, le customisation YAML, qui a la liste, donc la base depuis laquelle il part, et les différentes modifications que je vais voir appliquer avec l'ordre dans lequel je veux les voir appliquer. Et si je lance ça, donc avec l'outil Kustomize, que vous pouvez télécharger à côté, un binaire statique, vous faites Kustomize Build, ça pointe vers le dossier qui contient le customisation YAML, et vous allez avoir un fichier qui va être l'ensemble des modifications posées les unes sur les autres par rapport à la base de départ. Donc c'est très simple, votre fichier est resté lisible, vous avez pu le modifier, ajouter des petites customisations à l'intérieur, et vous n'avez pas pourri le visuel. En tout cas, moi, en termes de dev, c'est horrible. JetBrains a rajouté un plugin pour pouvoir interpréter les YAML avec du Helm à l'intérieur. Perso, je préfère avoir une solution pareille. Et aujourd'hui, c'est intégré, donc avec kubectl apply-k, donc pour Kustomize, vous pointez et ça va déployer l'élément que vous avez vu au slide précédent. Donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui permet de faire plein de choses. Certains, on s'est tous pris les pieds avec Helm pour faire qu'un hash soit généré à partir des secrets ou des config maps. Lui, il le gère de base. Et tous les éléments sont immutables avec Kustomize. Et ça vous permet vraiment de travailler de manière sereine. Il y a plein de fonctionnalités. Mais franchement, le fait de garder des fichiers propres, c'est ce qui est le plus important pour moi. Quelques bonnes pratiques Kubernetes. On le répète, ne spécifiez pas en clair vos données sensibles, mais on les met dans des secrets. Et les secrets sont encodés en base soit 64 et automatiquement décodés quand ils sont lus et attachés par un pod. Alors, on est content. Toutes nos ressources sont dans le Kubernetes, cool, mais problème. Toutes les, on va dire, plusieurs fois par heure, on constate qu'elles sont redémarrées. Pourquoi ? Alors en fait, car on a le OOM killer qui va regarder si les pods ne consomment pas trop de CPU ou de mémoire. Et si c'est le cas, il est kill en fait. Et pour éviter ça, on va définir des requests et des limites alors pour la mémoire et le CPU, une request en fait, c'est ce dont le pod a besoin pour être schedulé, et les limites l'usage qui est maximum. Et pour les définir, on a la commande kubectl top pod
qui nous donne la consommation. Et on a pareil aussi pour les nodes. Tu m'en parles un petit peu? Alors pour ceux qui n'aimaient pas la ligne de commande, c'est maintenant que vous pouvez vous réveiller. Tout ce qu'on a fait là, c'est de la ligne de commande. Moi, je suis fan. Mais depuis peu, ça a été annoncé officiellement à Cloud Next la semaine dernière. Cloud Code est un outil qui va vous permettre, dans VS Code ou dans n'importe quel élément de la suite JetBrains, d'avoir majorité des éléments qu'on vous a montrés. Alors aujourd'hui, ils sont encore en développement. Il n'y a d'ailleurs pas de feature parity entre les deux outils. Certains savent faire des choses et pas l'autre. Mais le but est d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on vous a montrées pour faire du dev, de l'ops, du développement local avec Scaffold en plus intégré. Donc c'est vraiment l'endroit ou l'outil en tout cas à utiliser ou à surveiller si vous êtes bien intéressé. Et d'ailleurs, il y a eu une présentation donc annexe, que vous avez le lien, et avant-hier, de David Gajos sur ces éléments-là, et il a parlé de Cloud Code. Donc n'hésitez pas avec le replay sur YouTube. Donc, c'était la fin de la partie Cube, et pour finir, on va finir sur Istio. Donc Istio, c'est un service mesh. C'est quasiment celui qui, de facto, est la solution la plus poussée aujourd'hui au niveau Kubernetes. Pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un composant qui va prendre le contrôle du réseau, entre autres, il y a d'autres choses, mais qui va prendre le contrôle du réseau au sein de votre cluster et qui va vous permettre de faire plein de choses, et de contrôler surtout, et de rendre vos applications un peu plus fiables. Pour l'installer, il y a deux solutions. J'aime bien le YAML. L'autre, vous imaginez ma réaction quand je vois le fichier Helm. Et surtout, il y a énormément de paramètres dans Helm à l'install. Ça, c'est sur la version 1.1. Ça fait mal. Donc, ils en ont créé des profils. Il y a des jolis profils démo. Je ne les utilisais pas en prod. Il y en a quelques-uns. Ils font un peu le taf, mais il faut quand même aller fouiller dans les paramétrages de Istio pour savoir quoi configurer. C'est disponible sur plein de systèmes. Je le fais tourner sur ma machine quand j'ai des démos à faire ou que je veux développer en local. Vous l'avez sur GKE, chez Amazon, chez Azure. De toute façon, c'est compatible. Même Kind en local sur votre poste peut le faire tourner. Et sur GKE, vous avez même la solution ++. Vous faites manager votre cluster par Google sur la partie Cube. Vous pouvez le faire aussi sur la partie Istio. C'est une case à cocher. Et après, vous êtes tranquille, c'est Google qui gère tout. Donc ça aide bien. Istio, comme tout nouvel outil, arrive avec sa CLI. Donc Istio Control, vous l'avez installé. Moi, puisque j'ai écouté les slides d'avant, je me suis créé un petit kubectl-istio et comme ça, je peux l'appeler avec mon alias kubistio et au moins, j'ai tout au même endroit. Et là, avec cette commande, ça vous permet en fait d'avoir l'information sur tous les proxys qui sont déployés au sein de votre cluster. Chaque pod aura un proxy qui va l'accompagner. Et là, ça permet de voir, c'est assez intéressant, que les proxys n'ont pas forcément toute la configuration actuellement. Il y aura peut-être des comportements que vous n'attendez pas. Alors là, c'est un bug de la 1.1 qui affiche 50%, mais officiellement, ça devrait être un 100%. Le bug est d'ailleurs peut-être réglé depuis. Après, on commence à avoir, quand il y a plein de choses qui se passent dans ce cluster, il va falloir lire la config du proxy si vous voulez le débugger. Et donc là, avec la proxy configuration, vous pouvez voir les routes de ce proxy et pour savoir ce qu'il sait de la topologie du réseau et où il va envoyer les requêtes. Donc je l'ai pipé avec du GQ, ça vous permet d'avoir la coloration et surtout après de faire des requêtes et derrière vous pouvez cacher ça dans un plugin aussi et ça permet de débugger et de savoir ce qui se passe derrière parce que quand vous avez un bug ça peut être embêtant. De la même manière, j'aime bien toujours ma ligne de commande, désolé. J'aime bien suivre quand je fais des benches et que je matraque le cluster à coups de requêtes. J'aime bien savoir directement et facilement, sans aller dans une IHM, le suivi des performances. Donc là, on peut voir directement, donc mon pod s'appelle Search, et mon service, pardon, et je peux voir le temps de réponse moyen pour les différents niveaux. Depuis Istio 1.1, pour s'alléger le support de leur part, je ne suis pas fan de cette fonctionnalité, ils ont rendu Istio ouvert aux 4 vents. Ça veut dire qu'une requête avant, dans Istio 1.0, si elle devait sortir du cluster, elle se faisait refuser. C'était de l'opt-in. Il fallait définir toutes les requêtes qui pouvaient servir. C'est top quand vous chopez une vulnérabilité ou une librairie qui s'est fait verrouiller, qui mine du Bitcoin et qui essaye de l'envoyer à l'autre bout du monde. Là, vous
pourriez, avec l'ancienne version, on ne pouvait pas. Avec la nouvelle, il faut remettre en place le système de whitelist si vous voulez bien sécuriser le cluster. Eux, c'est vraiment parce qu'ils ont eu trop d'utilisateurs qui venaient en disant « Istio, ça ne marche pas ». Si, ça marche, c'est juste que tu l'as mal configuré. Istio vient avec beaucoup d'outils open source. On va les parcourir très vite. Jaeger, c'est pour du tracing distribué. Ça vous permet de voir ce qui se passe et les requêtes dans votre cluster. C'est vraiment l'outil quand vous débuguez, quand vous voulez faire quelque chose qui va vous permettre d'aller en profondeur sur chacun des éléments. Kiali, c'est une interface qui va vous permettre de voir la topologie de votre cluster et savoir qui parle avec qui, sous quelles conditions. Vous pouvez même avoir des animations là avec les nombres de requêtes par seconde qui passent. C'est extrêmement puissant quand vous n'avez pas. Si généralement vous l'utilisez bien quand c'est à la maison on-prem, ce dashboard, et ça vous permet vraiment de savoir ce qui se passe. Et pour moi, la solution top quand on fait de l'ops, c'est d'avoir Grafana qui se configure automatiquement en fonction des namespaces, des services, des pods, peu importe, et qui va vous présenter l'état de votre cluster, le nombre de requêtes en 500. Moi, ça, je milite toujours pour avoir un écran dans l'open space qui affiche ces éléments-là et au moins on sait dans quel état est la prod. Par contre, tous ces outils, vous les installez au sein de votre cluster. Le cluster devient quasiment l'infra dans notre cas. Donc, n'oubliez pas, c'est des applis que vous devez gérer. Donc, il faut les mettre à jour. Et en plus, elles ont de la data. Vous affichez ces informations, c'est bien, mais si vous voulez de la data qui date d'il y a 6 mois, potentiellement, certains des outils ils auront dépassé leur quota de mémoire sur disque, ils auront commencé à effacer les datas. Donc, pensez à bien les configurer pour garder la data si vous en avez besoin à plus long terme. Étant dans l'univers Google, avec la version managée, vous pouvez directement vous plugger à Stackdriver. Donc là, fini les outils différents, vous avez tout au sein d'une même interface. C'est similaire en termes de fonctionnement, ça va vous présenter les mêmes infos, mais ça vous permet d'avoir tout ça managé par Google directement sur la Cloud Console. Et alors là, j'ai condensé sur les slides pour faire vite, mais vous avez vraiment, cette partie-là, elle m'a sauvé la vie. Parce que ça permet vraiment de voir les logs en même temps que les requêtes, alors de manière distribuée. Donc suivre une requête quand il y a 50 microservices, ça n'a jamais été aussi simple que quand on utilise ce genre de choses. Si vous recevez des erreurs 404 ou 503, on va voir quelles sont les causes et comment les résoudre. Alors, le premier cas d'erreur est que les manifestes YAML des services ne sont pas configurés avec le bon nombre de ports. Et qui se base sur le nom des ports pour savoir s'il s'agit des protocoles TCP ou bien RPC. Alors, il faut vérifier que le pilote il est en train de tourner. Si c'est bien le cas, il a peut-être trop de travail pour lui. Donc, il faut envisager de le scaler, en fait. Et si ça ne fonctionne toujours pas, on peut regarder dans les logs Envoy ou Jaeger. Mais parfois, on a des exceptions. Par exemple, avec Nats, avec Presto ou avec Kafka qui ne vivent pas bien dans un monde avec
istio. Donc on peut les désistéoliser par une espèce ou bien dans une seule application. Donc voilà tout ce qu'on souhaitait vous présenter. J'espère que dès mardi, vous pourrez utiliser tous ces nouveaux outils, être un peu plus productif et surtout moins vous embêter avec tous ces éléments-là. Merci à vous. Merci. Reviens. Il y a des stickers custom spécial pour la presse si vous voulez. Que pour vous. Je vois le flux qui revient. Allez les gens, Fallait pas partir. venez.